Bonjour, bonjour, chers co-créateurs et co-créatrices, c'est Lilou, je suis au magnifique domaine de Rabat, à Talence, à Bordeaux d'ailleurs. Bordeaux, tu es de retour à Bordeaux, Jeanne, parce que tu as passé un petit peu de temps par ici. Ça fait des années que je ne suis pas revenue à Bordeaux. La dernière fois que j'étais revenue, c'était en travaillant au CNRS et lors de congrès, de réunions scientifiques. Et je venais à Bordeaux et je travaillais avec des collaborations au CNRS à Bordeaux. C'est là où c'est quand même super intéressant ton parcours et ce qui t'amène à écrire La science, la matière et la spiritualité aux éditions Très Daniel. Tu nous parles de ton parcours, de ce que tu as découvert, de tes recherches et notamment des synchronicités que tu as vécues dans ta vie aussi qui t'ont permis de guérir ta maladie et de t'ouvrir vers l'énergétique et d'autres, on peut dire, thérapies quantiques. Mmh. C'est quand même pas rien, une telle reconversion où on sent quand même que tu avais cette ouverture d'esprit dès le début finalement, parce qu'un vrai scientifique a cette ouverture d'esprit de départ. Alors tous les scientifiques n'ont pas cette ouverture d'esprit. À savoir, moi j'ai découvert que j'étais cerveau droit, cerveau gauche très rapidement et que j'ai compris que j'étais autant rationnel qu'irrationnel, avec une vision de pour moi, la vision, c'était de relier le rationnel à l'irrationnel. Ça a toujours été. Et que l'irrationnel, pour moi, c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas, mais qu'on comprendra un jour. Donc ça a toujours été. Si bien que j'ai fait des études de physique, en physique du solide, en physique sur la supraconductivité. Je faisais des études. Et pendant que je faisais ces études, j'étais dans le domaine complètement rationnel, puisqu'on étudiait la matière, on observait, on analysait, et il y avait tout un lien de conséquences, de comprendre le lien qui existait. Et en fait, effectivement, moi, j'ai étudié la matière comme ça pour comprendre le lien entre la croissance, la naissance de la matière et ses propriétés finales. Et en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, parce que la vie est bien faite. La vie, elle, merveilleusement, quand on y pense. En même temps, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont entraîné à me dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et comme j'étudiais les défauts de structure dans la matière solide, je me suis dit, mais les défauts de structure dans la matière vivante, il doit y avoir un lien. C'est la même chose. On est fait des atomes, tous, le vivant, etc. Ça doit être pareil. Je n'avais pas de preuves, bien sûr. Il y a un ressenti, une intuition, ça s'est déclaré comment ? Pour moi, c'était d'une évidence. Mais alors, c'était d'une évidence. Et ce que j'ai observé, c'est que quand j'étais bien, je n'avais pas de problème de santé. Parce que j'ai eu 10 ans de problèmes de santé avec une polyarthrite. Alors bon, j'ai appris plus tard que c'était une maladie auto-immune. Moi, à l'époque, je m'en foutais de tout ça. Mettre un mot sur une maladie ne m'intéressait pas. Ah oui, ça aussi, ça ne m'intéressait pas. Parce que moi, ce qui a toujours été important, c'est le terrain. Qu'est-ce qui se passe dans mon terrain qui fait que je vais favoriser quelque chose qui se passe ? Puisque j'étudiais la matière, moi, et j'étudiais toutes les variations de l'environnement sur la croissance de la matière pour arriver à quelque chose de final, je me suis dit, c'est la même chose pour nous. Donc, je n'avais pas d'évidence à l'époque, je n'avais pas tout étudié. Et je me suis dit, c'est la même chose. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe dans mon terrain ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là que j'ai appliqué la méthode scientifique à m'observer dans mes états émotionnels, mes psychiques, ma famille, mes relations, tout ce qui se passait. Et comment j'étais quand j'étais bien et comment j'étais quand j'étais mal. Et donc, j'ai commencé à faire des liens. C'est toujours évident, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres là pour le coup. Et oui, donc ça, j'ai commencé à faire des liens, effectivement. Et c'est en découvrant le yoga, un jour, je suis allée faire du théâtre et il y avait aussi du yoga. Je suis allée à un stage pour faire du yoga, du théâtre, et j'ai découvert le yoga et de la philosophie. Et là, j'ai plongé et j'ai compris, au bout de 8 ans, c'était 8 ans que j'étais malade, 88, 9 ans, et bien que j'ai découvert que la maladie était psychosomatique. Donc, ça veut dire qu'une psychosomatique, ça veut dire qu'il y a un début qui est émotionnel, quoi qu'il en soit. Et que c'est engrammé après dans notre corps, puisque, effectivement, ça, je l'ai compris avec la biologie. Une fois que c'est engrammé dans nos cellules, c'est bien là. Après, il faut aller décrypter l'information et la remonter. Et réinformer notre cerveau, réinformer notre corps, notre esprit. Et qu'on n'est pas une maladie. La maladie nous dit qu'en fait, on commence à se guérir. Mais alors, ça prend du temps, évidemment. La maladie n'est pas une maladie. Il faudrait la voir différemment. Alors, la maladie, pour moi, d'abord, c'est le mal à dire. En tant que thérapeute, maintenant, c'est le mal à dire. Mais c'est-à-dire le mal à dit, en fait. À un moment donné, qu'est-ce qui est mal en soi ? Entre parenthèses, mal. C'est pas le dire bien, mal, etc. C'est qu'est-ce qui est mauvais pour moi, qui fait que je vais engrammer des informations qui, à l'intérieur, me torturent,
Mais inconsciemment, bien sûr. Parce que moi, j'étais quelqu'un d'émotionnel, mais je ne montrais pas mes émotions. Mes émotions, quand ça n'allait pas, je ne montrais rien. J'avais un bon dos. Donc, je me suis mise à m'observer, vraiment. Et quand j'ai découvert avec le yoga que c'était somatique, et ben là, je me suis dit, bon, ben, tout ce que j'ai mis en place, ça va partir maintenant. Je vais étudier les comportements humains. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans mon comportement qui fait que j'ai installé des trucs. Et là, j'ai commencé, vous savez, comme un bout de fil que et tu vas. Et donc, je n'ai jamais arrêté. Et en chemin, j'ai eu l'observation de mon corps énergétique que je vois. Et là, en tant que scientifique, irrationnel, je me suis dit, je ne peux pas nier l'expérience. Je ne peux pas nier de voir ce que je vois. Puisque ça manque. Comment ça s'est déclenché, ça? Ça s'est déclenché après le yoga. Donc j'ai plongé dans... Kundalini? Non, rien du tout. J'ai plongé dans le yoga et dans des études du yoga. Et un beau jour, pendant une pause, une pause, eh bien, je me suis mis à voir mon corps vibratoire. Et là, ça a été vraiment un choc en même temps. Mais comme j'en avais entendu parler, je reconnaissais que c'était mon corps vibratoire qui avait des formes particulières. Je voyais mon guide, en fait. Mais je savais pas. Tu reconnaissais qu'il y avait de l'énergie dans la matière? Alors, c'était évident pour moi. Oui. Ça, c'était évident. C'est que la matière est énergie. Oui. En fin de compte, on mélange souvent. Matière, c'est de l'énergie. Et l'information qui informe la matière, qui va donner une forme, c'est autre chose. Donc, la matière informe la forme qui contient l'énergie. Donc, en physique quantique, en fait, et moi j'ai travaillé pendant des années, 10 ans en physique quantique, eh bien, la dualité onde-particule, elle s'applique non seulement à la particule élémentaire, mais elle s'applique à l'humain. Et quand je suis arrivée en biologie, après des années de physique, et je leur ai parlé de physique quantique aux biologistes, mais ils m'ont dit, mais elle est voilà, c'est n'importe quoi. Et pour moi, la physique quantique s'applique au vivant, au niveau à l'intérieur de la cellule et au macroscopique de l'humain. Et en fait, la physique quantique, elle dit quoi? C'est qu'en fin de compte, on est dualité onde et particules. Donc la matière que l'on a, c'est la matière, mais on a toute l'onde associée à cette matière, c'est-à-dire toute l'information, notre champ informationnel. Moi, ce que je voyais, c'est mon champ informationnel. En fait, c'est ce champ informationnel qui est notre mémoire, qui contient notre mémoire. Ça, j'ai découvert ça plus tard. Donc, je ne pouvais pas nier que je voyais et que je ressentais. Parce que je ressens vibrer. Quand je suis bien, bah ça respire bien. Et quand je ne suis pas bien, c'est vraiment comme de la fumée de cheminée. Donc, je ne pouvais pas nier l'expérience personnelle. Et même si les physiciens, si je parlais à des physiciens, c'était pas possible. C'était pas possible. Donc, je me suis tue pendant des années, 10 ans. Jusqu'au jour où j'ai découvert aux États-Unis un endroit qui s'appelle Psychic Institute. Et là, j'ai été faire une lecture d'aura. J'ai cru que je rêvais. Et j'ai compris que tout notre champ informationnel contient notre passé. Donc j'ai fait une formation pour comprendre tout ça. Le passé de cette vie-ci ou... Notre vie. Toute notre mémoire est dans notre champ. C'est-à-dire qu'on peut on parle de champ akashique, on parle d'autres choses qui sont... Le champ akashique, c'est tout le champ. Et nous, on a un champ individuel. Ouais. Et quand on se connecte à ce champ akashique, on reçoit des informations. C'est comme ça que les synchronicités vont arriver, les intuitions vont arriver, quand on se connecte à notre être, et en lien avec l'univers, avec le champ akashique, avec la conscience pure, avec Dieu, avec tout ce que vous voulez. Et bien, dans cet état d'être, on a des informations pour nous. Alors ça, il faut s'ouvrir à ça. Moi, j'ai mis des années à m'ouvrir à ça. Puisque avant, c'était dans le mental, analyser, comprendre, décortiquer. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que dans la science, c'est bien de tout analyser, mais il faut lâcher tout ça pour sentir. Et ça, c'est le gros truc. Expérimenter. Là, en l'occurrence, tu as vu tout de suite les synchronicités entre la vie professionnelle et personnelle. Ça, c'est magnifique. Mais complètement. Et ce que je me suis aperçue, quand j'ai écrit mon livre, quand j'ai refait le retour en arrière, on n'a pas n'importe quelle vie. Hein. Les chemins qu'on a faits, c'est celui que l'on a besoin de faire pour arriver là où on en est aujourd'hui. Ça, c'est quand même quelque chose. Hein. Et toutes les synchronicités que j'ai eues et tous les problèmes de santé ponctuellement que j'ai eus ont été là pour me guider et me faire changer de direction. J'ai changé complètement de direction dans les sciences en tenant compte de synchronicité, de choses qui se passaient dans mon corps qui me disaient « ça, non ». Le corps dit automatiquement la vérité, il ne trompe pas. Le corps ne ment pas.
Le corps, mais ça c'est fabuleux. Alors faut oser faire ça. Faut oser faire ça. Parce que j'ai un souvenir qu'on devait changer de laboratoire à Meudon-Bellevue. Et moi j'avais dit, je sais pas, je savais pas où aller. J'avais envie de poser mes valises, etc. Et en fait, j'avais dit oui pour aller avec un groupe de chercheurs. Et je me suis dit, plutôt que de rester sur le quai, je vais avec eux. Mais mon cœur n'y était pas. Et en fait, il m'est arrivé un truc, un soir, je me suis coupé le doigt. Ce doigt de la destinée, là, le majeur, c'est la destinée. J'avais fait la chirurgie, enfin, j'ai fait plein de techniques pour comprendre. Et grâce à ça, je me suis dit, en me coupant le doigt de la destinée, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'oublierai jamais de ma vie, parce que mon doigt était coupé, je tenais par la chair. Mes copains à côté, ils étaient ils étaient tout effrayés pour moi. Moi, j'étais d'un calme, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Le lendemain, je prenais la décision de ne pas suivre l'équipe. Je ne sais pas où j'allais, mais j'ai dit non. Parce que ça, mon doigt me disait... De justifier comme ça auprès de ses collègues ou de ses patrons, d'autres chercheurs autour, d'équipes, quand on a des flashs comme ça. J'ai un copain, un physicien, avec qui je devais partir, il m'a dit, c'est complètement irrationnel ton truc. Je lui ai raconté... Je pense qu'on a pété un plomb. Ah oui, j'ai pété. Ah, mais oui, mais c'est ce qu'il pensait, que j'avais pété un plomb. Mais que j'avais l'information de mon corps. Et le corps ne ment pas. Et j'ai suivi cette information. Et j'ai vraiment eu, après... une opportunité beaucoup mieux pour moi, où j'ai pu faire des choses merveilleuses avec. Donc, c'est intéressant. C'est facile à gérer, ces sensations entre le cerveau. En fait, il faut accepter l'inconnu, accepter les signes de la vie. Il y a plein de signes de la vie. Mais il faut s'ouvrir. Moi, avec ce qui m'est arrivé, de rationnel et d'irrationnel, je me suis mise à observer. Alors, à côté de ça, je ne t'ai pas dit, mais je suis microscopiste. Donc, je regarde la matière dans l'infiniment petit. Donc, j'observe beaucoup. Et en fin de compte, tous les éléments servent. Donc, l'observation est importante. Donc, les signes de la vie, si on se met à observer, il y en a plein. Sauf qu'on ne les observe pas. On n'est pas conscient. La mode, c'est la pleine conscience. Trop vite, on parle beaucoup d'être dans le moment présent. C'est dans le moment présent, toutes ces observations. Tout ça, c'est dans le moment présent. Qu'est-ce qui se passe ici maintenant qui me donne une information pour moi? Faut oser, ça comme un coup de poker. Hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas... C'en est un vraiment? Non, c'est pas un coup de poker. Ce que je dirais, c'est que des gens vont pas oser prendre une décision pareille après un truc pareil. Moi, j'ai pris cette décision parce que je savais que le majeur, c'était la destinée. Et j'avais l'information symbolique que ma destinée était coupée en allant suivre ces gens-là et qu'il fallait pas que je suive. Donc, c'était clair. Oui. Moi, donc, je me suis mise à décrypter très rapidement tout ce qui se passait, tous les éléments, ça. Et je sentais pas, je ne vais pas. Et maintenant, j'ai pas besoin qu'il m'arrive, parce que j'ai beaucoup somatisé pour me donner l'information qu'il fallait que je suive. Avant, je ne savais pas bien. Donc, mon corps me disait, ça non, tu peux y aller. Ça non. Et ça, quand c'était non, c'était non. Hein. C'est extraordinaire, parce que c'est brutal, des fois, il y a des choses incroyables. Et après, doucement, je me suis mise à me dire, moi, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? Et si c'est pas maintenant, c'est après. Et maintenant, si c'est juste maintenant, c'est bien. Et si c'est pas juste, c'est pas grave. Pour l'instant, je laisse. Et en fait, je suis dedans depuis plusieurs années maintenant, où je vis le moment présent au maximum, et que je ne vais pas vers les personnes pour faire ça ou pour faire ça. Je laisse le flux de la vie. Et quand c'est juste, on est connecté. Et ce qui est bon pour soi arrive. C'est ça qui est merveilleux. Quand tu dis connecté, d'un point de vue scientifique, ça correspond à quoi ? Alors, si on est connecté, alors tu sais, on est entouré de notre champ énergétique et nous sommes tous en lien avec le champ, comme tu dis, akashique, hein, le champ quantique, tu appelles ça comme ça. Donc, si tu passes par des moments où tu es en lien avec toi, tu as les bonnes informations pour toi. Et c'est l'avantage de faire un peu de méditation. Enfin, quand je dis un peu, en faire un peu plus souvent, en faire un peu. Moi, c'est la méditation qui m'a amené à tout ça, où j'ai découvert ma maison intérieure. Je ne savais pas ce que c'était ma maison intérieure. Il y avait tout le monde avec moi, toute ma famille. Quand j'ai découvert ça aux États-Unis, mais quel bonheur! J'étais partie à 11 000 kilomètres et je croyais, lecture d'aura. Je croyais que j'étais toute seule. Ben non, il y avait toute ma famille avec moi. Et j'ai compris à quel moment je suis toute seule dans ma maison intérieure. Et que quand j'ai une décision à prendre, je vais d'abord en référence à ma maison intérieure, où il n'y a personne d'autre que moi. Et ensuite, je prends une décision. Et sinon, on est influencé par les autres. Parce que nos champs, là, on est ensemble, on est dans un même champ. Hein, c'est un bonheur, merci. C'est un bonheur de partager les champs. Mais oui, mais oui, c'est un bonheur, absolument. Quand on choisit, c'est merveilleux. Mais des fois, on peut ne pas choisir. Et on est avec des gens qui pompent.
hein, etc., ou des gens qui viennent chercher de l'énergie, et nous, on est des fois pompés, donc c'est important de retrouver sa maison intérieure pour récupérer son énergie, parce qu'on peut la faire fuir, l'énergie. Hein. Enfin, fuir. Elle est pompée, on se laisse pomper. C'est ça, on se laisse pomper des fois. Mais ça, si on s'aligne avec soi, et ça, c'est ce que j'ai appris. Alors ça, c'est tout sauf rationnel, parce qu'on ne peut pas quantifier ça. La physique a besoin de quantifier. Et dans le vivant, on ne peut pas quantifier. On ne peut qu'observer. Mais par contre, comme la physique et comme l'observation scientifique, si on se met à observer et à changer des conditions, les résultats vont être différents. Donc, si on veut changer, par exemple, il faut changer des choses dans la vie pour changer. Si on dit qu'il faut changer, on ne fait rien, il n'y a pas de raison que ça change. Et donc, c'est vrai que il faut avoir une action et observer les changements. Il y a des gens, des fois, que j'ai reçus, ou de collègues thérapeutes, on discute, et puis ils ont vraiment bougé, mais ils ne remarquent pas qu'ils ont bougé. C'est-à-dire qu'ils en veulent plus à chaque fois, sans observer de ce qu'ils ont, le chemin qu'ils ont fait, où ils en sont. C'est important de savoir. Parce que des petits pas à petits pas, on va vers soi. Et on s'accueille. Et que si on ne va pas à petits pas, on s'accueille et on se trouve. Mais on veut plus, on veut plus, on veut plus. On va voir le médecin, il nous donne des trucs et on veut plus. Mais et soi là-dedans. Donc il y a un côté de comment on appelle, je dirais, d'auto-analyse un peu d'auto-analyse. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter et qu'est-ce que j'ai besoin, moi, avant qu'il m'apporte quelque chose. Parce qu'on a tout en soi. On a tout en soi, sauf qu'on ne va pas le chercher. Mais comment prouver justement scientifiquement que le flow existe, ces synchronicités, que nous sommes connectés, que l'univers entier est connecté? Alors il y a des scientifiques comme Nassim Haramein et autres, Joe Dispenza, qui montrent certains éléments, mais comment tu es en train de dire en fait que la matière est le pont entre la science et la spiritualité? C'est clair. Nous sommes de la conscience densifiée, d'accord? Et la conscience densifiée, c'est-à-dire qu'il y a une intention, un esprit qui va s'incarner, hein, donc c'est l'information. L'information, il y a au démarrage, et qui va qu'on appelle se densifier dans une matière. Et nous, ce qu'on voit, c'est la matière. Mais avant d'être matière, il y a eu information. Il y a un esprit qui a incarné cette matière et qui va finir par rentrer dans un corps. Et on est un corps de matière. Mais on a tout notre corps spirituel qui est notre esprit. Il faut avoir accès à notre esprit. Le corps et l'esprit et le cœur, c'est un tout. On n'est pas divisé, c'est comme ça ensemble. Le problème, c'est qu'on a appris à tout diviser. L'exemple même, c'est de la médecine. On va voir le cardiologue, on va voir celui qui s'occupe des nerfs, on va lui voir sur les pieds, les mains, celui qui s'occupe de la tête, et celui qui s'occupe de tout, alors. Et ça, c'est la médecine holistique. Parce qu'en fin de compte, tout séparé comme ça fait de la technicité de haut niveau. Mais on est plus que ça. On est plus que la somme de notre estomac ou de nos nerfs ou de nos machins. Et quand on aborde ça, on aborde l'humain. Et on aborde qu'est-ce que l'humain exprime ou qu'est-ce qu'il n'a pas exprimé qui s'imprime, quel est le terrain. Et donc, à un moment donné, la personne, c'est sa globalité. Et moi, j'ai abordé ça depuis le démarrage. Quand j'ai eu mes problèmes, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a dans mon terrain qui ne va pas ? Et ensuite, j'avais fait la médecine allopathique classique pour arriver jusqu'à la cortisone à l'époque. Et puis, à un moment donné, j'ai arrêté parce que j'ai croyais être enceinte. Et je me suis dit, stop, on arrête tout. Et puis, j'étais pas enceinte, finalement. Et j'ai tout arrêté. Et c'était très bien. Et j'étais vachement heureuse. Et je me suis dit, non, je reprends pas. Et quand j'ai eu des problèmes de nouveau, j'étais voir d'autres médecines. Et c'est là que ça a commencé, la mésothérapie et tout ça. Et après, j'étais voir des chercheurs, des médecins-chercheurs, plutôt que des chercheurs, des médecins classiques, qui travaillaient sur le terrain, avec des techniques quantiques, voilà, à l'époque. Hein. J'aime le quantique. Ouais, c'était quantique parce qu'ils analysaient mon sang et basaient sur la fréquence des différents éléments de mon corps. Et sur les éléments radioactifs, ils analysaient la fréquence à partir de l'atome qui était radioactif, dont la périodicité était suffisamment grande pour que, quel que soit le temps, ça me concerne. Ça, c'est fabuleux, ça. Mais chez soi aussi, on est d'accord que l'environnement dans lequel on est, chez nous, notre lieu de travail, les personnes, notre environnement, tout ça, il y a tellement de facteurs qui changent.
Mais oui, il y a plein de choses qui changent. C'est pour ça que c'est... C'est dur de mettre une science exacte. On ne peut pas mettre une science. Dans tout ce qui est sciences humaines, on ne peut pas mettre de science. On ne peut pas mettre de quantification. On a besoin en science de quantifier, et c'est bien, ok, ça c'est les publications, mais au niveau de l'humain, il y a trop de rationnel associé à l'irrationnel. Mais c'est l'irrationnel qui nous gouverne. C'est la partie de l'iceberg qui nous fait bouger. Ce n'est pas notre partie consciente qui dépasse. C'est toute cette partie inconsciente. Et cette partie inconsciente, elle est engrammée dans notre corps. Et c'est là le côté merveilleux du corps et dans la mémoire cellulaire de notre corps. Et ça, moi j'ai découvert ça. J'ai mis des mots comme ça il y a quelques années seulement, avant. Mais c'est fabuleux, parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et quand c'est imprimé dans l'ADN, eh bien, comme les cellules qui se reproduisent, quand elles ont fini leur cycle, elles se reproduisent, eh bien, elles transmettent la même information aux filles. Donc tout ce qu'on a engrammé, il va être multiplié. Transmis aux générations futures. Mais exactement, c'est normal, dans l'ADN, dans la partie épigénétique. Donc ça veut dire que tout ce qui va être transmis va se passer de père en fils et de mère en fils, etc. À un moment donné, on a des choses transmises. Les mères, ils sont quand même pour beaucoup dans le coup. Les mères, ils sont pour beaucoup, mais il n'y a pas que tout. Bien sûr, la mère est pour beaucoup. Mais il y a la partie transgénérationnelle. Et il y a l'influence de la mère et de la famille. Donc c'est fondamental. Le rôle d'une mère est fondamental. Le désir de la mère pour l'enfant est fondamental. Ce qui se passe autour de la famille, c'est fondamental aussi. Donc tout ça va jouer dessus. Et tout ce qui va jouer va engrammer des informations complètement inconscientes, des informations, des ressentis, c'est dans le ventre de la mère d'abord, ensuite après l'enfance. Et ça va ressortir un jour sous forme d'émotions qui vont réallumer, c'est comme le volcan, qui vont réactiver quelque chose de très profond et qui est en lien avec l'enfance, ou alors toute petite enfance. Et là, ça peut faire sortir des éruptions cutanées, des choses comme ça. Ah non, mais c'est incroyable. Là, je bois tes paroles, parce que alors là... Mais oui, parce que ce qu'on veut... Je vois qu'à la suite de l'accouchement, clac, oh là là. Et oui, parce que il se passe des émotions qui rentrent en résonance avec un ressenti de la petite fille. Ouais. Parce que quand on devient mère... Moi, je n'ai pas eu la chance d'être mère. Hein. Mais quand on devient mère, eh bien, tout ce qu'on a eu avec notre mère va ressortir, puisque nous, on va devenir mère. Et tout ce qu'on n'a pas pu être bien, tout ce que vous voulez, eh bien, ça va rentrer en résonance fort. Si bien que la mère, en résonance, il peut y avoir des choses pas possibles avec la mère. Donc, ces liens qu'il y a eu, c'est-à-dire ces informations qui ont été imprimées à un moment donné, c'est important d'enlever ces informations. Parce qu'à un moment donné, il faut se libérer de ça, pour être dans un lien d'amour point. Et quel est le style de thérapie, tu disais Eh bien, moi, la nutripuncture est une technique de désinformation cellulaire. Hein. Alors, il en existe d'autres que je ne connais pas, moi, il y en a qui font des choses. Moi, la nutripuncture, ce qui est intéressant, c'est qu'on introduit des oligo-éléments métalliques qui correspondent à la fréquence électromagnétique de chacun des organes, de tout le corps, d'accord ? Et on réinforme le corps. Et donc, on réinforme le corps, c'est-à-dire que quand on est dans la dépendance affective, ça démarre depuis la vie intra-utérine. Hein. Et oui, quand l'embryon il prend sa place dans l'utérus, comment est la mère à ce moment-là ? Qu'est-ce qui se passe dans le vécu de la mère ? Parce que le vécu de la mère et de l'enfant, c'est pareil. Ont été un enfant désiré ou pas ? Mais ça, c'est fondamental. Quelqu'un qui n'a pas été désiré va jamais trouver sa place. Ça va être terrible. Et oui. Alors, jamais. Heureusement que maintenant il y a des belles thérapies, on prend conscience de plein de choses. Quand je dis jamais, avant de prendre conscience qu'il n'a pas été désiré et qu'à un moment donné qu'il faut qu'il prenne sa place et qu'il coupe des liens qui sont aliénants, parce qu'à un moment donné, même si on n'est pas désiré, on est aimé. Parce que le problème, c'est qu'on n'a pas été désiré, mais quand le bébé arrive, on est aimé. Mais il y a cette mémoire-là. Mais ça entraîne que des fois, on cherche sa place. On cherche sa place. Donc il faut que chacun... Alors, à côté de ça, qui est merveilleux, c'est que chaque individu qui arrive dans une famille a décidé. Une âme qui s'incarne, elle a décidé de venir s'incarner parce qu'elle a des, comment on appelle, elle a des choses à réparer pour elle-même. Donc ça veut dire que c'est pas la faute de notre mère, c'est pas la faute de notre père. Ils sont là parce qu'on a choisi qu'ils sont là et on vit des choses. Donc quand on a compris ça, eh bien on va vivre les choses en tant qu'acteur. Et dire, moi j'ai choisi ça, ok. Et ça, c'était pas facile. Mais c'était pour passer à autre chose et aller plus loin. On est bien à l'école de la vie, là. On est complètement dans l'école de la vie. Et ça, c'est merveilleux. Parce que ça veut dire que ça nous permet de grandir tout le temps.
Hein, et dire que si on a choisi notre famille d'accueil, notre âme, elle a choisi. Hein, ça, c'est vraiment le truc qu'il faut accepter parce qu'on peut se dire nos parents ne les supportent pas, etc. Ils sont ce qu'ils sont, on ne peut pas les changer. Nous, on peut changer le regard sur les parents. Et ça, quand on a compris ça, être en conflit avec les parents, c'est être en conflit avec soi, puisqu'on les porte dans toutes nos cellules, nos parents. Mais c'est incroyable, ça. Quand j'ai pris conscience de ça, moi, les gens qui sont en conflit avec eux, mais c'est toutes nos cellules qui sont en conflit avec nous-mêmes. Mais c'est terrible, ça. C'est pas bon, ça, pour le corps. Ben non, c'est pas bon. Donc, ça veut dire que les parents, ils sont ce qu'ils sont. À un moment donné, quand on est adulte, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Il faut pardonner. Et il faut faire sa vie. Avec d'autres liens d'amour. Et pas de dépendance ou de tout ce qu'on veut. Parce qu'ils sont... Tout ce qui n'est pas amour, c'est à mettre de côté, à transformer en amour. Donc finalement, mais on est d'accord que cette colère qu'on a en nous, c'est une énorme possibilité de transformation. Je veux dire, ça peut être transformé en force, en puissance. Ah ben c'est une force de pouvoir être en colère, parce que les gens qui ne se mettent pas en colère, en fin de compte, ça peut être imprimé dans leur corps et ils vont somatiser. Donc, c'est une belle puissance que d'être en colère. Maintenant, être tout le temps en colère après soi, en colère, ça peut se retourner contre nous aussi. Hein, c'est ça le problème. C'est toujours, il y a toujours un juste milieu, des excès, etc. Mais pouvoir être en colère, ça permet de réagir. Et ça fait partie des lois des réactions de notre cerveau reptilien, là. La fuite, l'action ou le figement. Donc, se mettre en colère, c'est parfait. Donner un coup de poing à un moment donné si c'est nécessaire, c'est parfait. L'inhibition d'action, c'est terrible. Voilà. Donc, et ça, c'est la mort. Hein, Les cellules, parce que tu as étudié ces cellules au microscope, et elles fonctionnent, elles nous donnent quand même une belle leçon, là. Alors moi, les leçons de la cellule, c'est les leçons de vie pour moi. Parce que la communication, moi, ça a bouleversé ma vie quand j'ai pris conscience de tout ça. C'est-à-dire que les cellules, elles communiquent avec elles-mêmes, quand il y a une information qui arrive, avec le noyau, et elles transmettent l'information à la membrane. Donc ça vient à la membrane, ça va au noyau, ça retourne à la membrane. Donc ça communique constamment avec l'extérieur, mais en référence avec l'intérieur. Et grâce à ça, les cellules sont saines et elles continuent. Ces cellules, elles sont conscientes de chaque moment. Par contre, si l'information est coupée à l'arrivée ou coupée au départ, eh bien ça communique plus et c'est la mort. Elles partent en mort cellulaire. Donc une cellule saine, elle va partir en mort cellulaire puisqu'elle ne peut plus communiquer avec la société de cellules dans laquelle elle vit. Les lois de la vie font qu'elle part en mort cellulaire. Et l'ensemble continue à vivre. Et si elle ne part pas en mort cellulaire, elle devient une cellule cancéreuse. Et elle peut se barrer et faire un nid ailleurs. Donc c'est le problème. Mais nous, ramener à notre échelle, ces petites morts, eh bien, être capable de vivre des petites morts pour pouvoir que notre ensemble de vie... Alors, les cellules, elles s'adaptent à chaque instant. Elles ne savent pas si elles vont vivre ou mourir. L'idée, c'est qu'elles veulent vivre. Et que si ce n'est pas possible, si elles ne respectent pas leur intégrité, elles partent en mort cellulaire. Et nous, alors maintenant, au niveau de l'humain, et si on respectait notre intégrité? Et en fait, le problème, c'est que dans les cas, par exemple, de burn-out, on ne respecte pas du tout l'intégrité de la personne. Et pourquoi? C'est qu'on est à côté de nos pompes. Notre corps, il est là, et notre énergie, notre vibration... C'est pas la vie qu'on serait supposé vivre, enfin, en tout cas qui serait bonne pour nous. Exactement. C'est-à-dire qu'on a donné le pouvoir à l'autre et on est complètement déformé par rapport à l'intention de l'autre. Et pourquoi? Parce qu'on est dirigé par la peur. Si on avait plus confiance en ce qu'on vit et en soi, et ça c'est le cadeau que d'aller vers la confiance en soi, c'est qu'on est capable de dire non. On est capable de dire non à une situation, non à une demande, sans pour autant dire à la personne « je vous apprécie pas » ou « je vous aime pas ». La demande, c'est pas pareil que la personne. En disant non, c'est à la personne. C'est à la demande, pardon, pas à la personne. Et donc, on mélange tout, nous. Donc, la communication avec l'extérieur, si on faisait référence à notre communication intérieure, nous, qu'est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce qu'on entend ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien pour nous? Et on donne une information à l'extérieur. Si c'est pas bien, on ne donne pas. Alors, bien sûr, ne pas donner d'informations, ça veut dire qu'on ne va pas faire des choses que les autres attendent, par exemple. Et so what? Et ce serait bien d'être fait. Parce que là aussi, il y a des codes de conduite, il y a des choses qu'on devrait, en fonction de l'éducation et tout, là aussi, il y a un poids, des bagages. Alors, les codes de conduite, c'est les codes de la société. Et les codes de la société, c'est bien, comme les codes de l'éducation, c'est des verrous qu'on met aux personnes. C'est des verrous. Alors, on a un potentiel extraordinaire, et au fur et à mesure qu'on met des codes, on ferme les verrous.
Donc pour sortir de ces verrous, il faut les faire sauter. Il faut respecter. Il y a des choses qu'il faut respecter. Il y a des codes de comportement par rapport à l'individu, par rapport à la société, mais la société par rapport à l'individu. Ça, oui, il y a des choses, quoi, hein. Mais au-delà de ça, si ça nous empêche d'être nous-mêmes, il faut faire sauter ces codes. Et malheureusement, on a du mal à faire ça. Et c'est toujours la vie qui nous envoie des expériences et que si on les accueille, on va faire sauter au fur et à mesure des verrous. Mais il faut accepter que ce qui nous arrive est là pour que on va grandir, on va aller plus vers soi, et que même si c'est difficile, cette expérience, elle va nous permettre de libérer des verrous qui ont été bloqués par l'éducation, et qu'on va se libérer soi-même. Et plus on se libère, plus on est nous-mêmes. Et on peut communiquer avec nous. Si on a peur, on ne communique pas. Dans les thérapies que tu recommandes, enfin, je sais que tu offres, voilà, tu en parles déjà dans ce livre et dans cette interview, on en parle un petit peu, mais dans tes stages, etc., ateliers, est-ce qu'il y a des formes de thérapie? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est un peu nouveau. Moi, je ne connaissais pas. Il y a certains termes comme ça que tu t'es intéressé avec grande ouverture scientifique aussi à certaines choses. Et oui, parce que j'ai voulu comprendre le lien entre la matière et les fonctions et les propriétés de l'humain. Et en arrivant à la nutripuncture, j'ai vu le lien entre les conditions de croissance de bébé depuis le démarrage et même au-delà, sur la vie qui se passe et qu'est-ce que ça entraîne après. Donc la mémoire cellulaire. J'ai compris tout le sens de la mémoire cellulaire en étudiant la nutripuncture, hein, et que je recherchais depuis un moment en sciences des matériaux, et que là j'ai fait la boucle en fait depuis 40 ans de ce que je recherche. Mais autrement, ça permet de libérer ça, de libérer des liens qui nous empêchent d'être nous. Voilà, c'est pour arriver à être libre et agir de notre intérieur et pas guider. Parce que la nutripuncture, elle est basée sur l'identité. C'est moi qui conduis ma voiture. Je suis Jeanne, je conduis ma voiture. Souvent, ce qui arrive quand je vois les personnes que je vois, ou d'autres, eh bien, les personnes, ce n'est pas elles qui conduisent leur voiture. C'est un exemple. Elles ne sont pas sur leur identité. Elles sont sur l'identité de la mère, du père, du mari. Du mari, des fois, c'est terrible. C'est-à-dire les personnes qui sont soumises, c'est le mari qui parle à la place des femmes. Et les femmes vont se faire un cancer. Ben oui, puisque tu meurs, le truc à la noix, mais voilà, quand il n'y a pas de vie à un moment donné parce que l'autre prend le pouvoir, mais inconsciemment, il faut prendre conscience de ça. Et il faut reprendre le pouvoir. Il faut reprendre son pouvoir. Et ça nous donne toute notre puissance. Il faut oser ça. Et ça peut être que pour le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de tout le monde, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Ah, on change les habitudes. Mais ça fera du bien, parce que bien sûr qu'on change les habitudes. Les gens sont habitués à ce qu'on fasse des choses pour eux, et comme ils veulent. Et si on change les habitudes, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et oui, il faut oser la réaction des autres qui disent « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Eh bien aujourd'hui, moi, ce dont j'ai besoin, c'est ça. Voilà. Ça ne te plaît pas, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je sois bien, en alignement avec moi et en bonne santé avec moi. C'est ça qui est important. Je fasse plaisir à mes cellules et que mes cellules vibrent fort. Mais exactement, je parle à mes cellules quand ça va pas, je demande à mes cellules qu'est-ce qu'elles ont besoin. Mais ouais, exactement. Mais le fait de parler, c'est une vibration. Toutes nos cellules entendent. Les mots que l'on va mettre, nos cellules entendent. Si on a des mots très négatifs par rapport à soi, qu'est-ce que ça va faire? Ben, les cellules entendent. Donc tout ce qu'on va pouvoir dire comme négatif sur nous, et Dieu sait si un nombre de personnes se portent des jugements, moi je m'en porte encore de temps en temps, je ne me rends pas compte, mais de temps en temps, mais j'y fais attention. Parce que les jugements qu'on porte, nos cellules entendent. Et en fin de compte, elles ne font qu'effectuer un programme que nous, on leur donne dans la partie inconsciente. Mais c'est entendu. La vibration, elle est entendue. Donc l'information va entraîner des réactions physiologiques, des impressions de l'ADN via l'épigénétique, notre façon de vivre. On voit le verre à moitié vide ou un verre à moitié plein. Eh bien, en fonction de ça, ça change la vie. Alors j'ai une amie qui m'a dit récemment, pour les gens qui voient le verre à moitié vide, faut prendre un verre plus petit. Et j'ai trouvé ça adorable. Mignon comme tout. Merci beaucoup, Jeanne. Merci pour cette interview. Merci pour ce récit, ce livre, toutes ces informations que tu nous livres et ton merveilleux sourire et chaleur, de joie de vivre. Hein.
Merci beaucoup, Liliou. C'était vraiment heureuse de venir faire une interview avec toi et au plaisir de refaire ça un jour, peut-être. Je ne sais pas, mais en tout cas, merci à toi. Je pense qu'il y aura d'autres fois. Merci beaucoup, Jeanne. Je vous embrasse très, très fort, mes délicieux co-créateurs. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu. Hein. Ça se répand comme ça, comme des graines. C'est merveilleux. Vive Internet. Gros, gros, gros bisous. On vous embrasse très, très fort et on embrasse vos cellules. Exactement. Moi, aux cellules. Au revoir.